Diomaye, vous avez pris la décision d'un chef. Il ne peut pas y avoir deux capitaines dans ce même bateau. Ousmane Sonko dépasse ses limites. Il n'est pas le président de la République. Et les faits de loi restent dans l'homme pour conseiller normalement. Et je vous félicite. Quand ça a commencé, on nous a dit Sonko c'est Diomaye Faye et Diomaye Faye c'est Sonko. C'est ce qu'on nous avait dit, c'est ce qu'on croyait. Et c'est pourquoi les gens ont voté massivement parce qu'ils se sont dit voici deux personnages, voici deux personnalités politiques sénégalaises qui vont tout donner, qui vont tout faire pour qu'aujourd'hui le Sénégal se porte mieux. 2 ans plus tard, on se rend compte que Sonko ce n'est pas Diomaye Faye et Diomaye Faye ce n'est pas Sonko. 2 ans plus tard, on se rend compte. Mais quelque part, il faut reconnaître que s'il n'y avait pas eu Ousmane Sonko, il n'y aurait jamais eu Diomaye Faye parce que Diomaye Faye n'a pas le charisme, n'a pas la carrure pour être un homme politique. On a tous vu comment c'est passé, toutes ces tracasseries qu'il y a eu autour de la personne d'Ousmane Sonko et comment est-ce qu'il est sorti victorieux de tous ces événements-là au point d'apporter son soutien à Diomaye Faye qui a fini par devenir président de la République parce qu'ils ont mis dans la tête des Sénégalais que si tu votes pour Diomaye Faye, il faut comprendre que c'est pour Ousmane Sonko que tu as voté. Voici le discours que l'OTAN ne voulait pas entendre venant de Ousmane Sonko. Voici le discours que l'OTAN ne veut même pas entendre. C'est ce que Ousmane Sonko a dit. Et c'est ça qui a causé le divorce entre Ousmane Sonko et puis Bassirou Diomaye Faye. Je vous ai toujours dit, c'est dans l'AUS que la vérité se trouve. La vérité est révolutionnaire. Ousmane Sonko renvoyé du gouvernement. Bassirou Diomaye Faye a retourné sa veste. Le pouvoir est aveuglant. Les gens se demandent comment ça a pu arriver, comment cette trahison a pu voir le jour entre deux hommes considérés comme des frères de sang. Restez dans cette vidéo pour tout comprendre, de long en large. Voilà. Ce que vous venez d'entendre, c'est une information qui va secouer le Sénégal entier, une information qui va traverser les frontières, une information qui va marquer à jamais l'histoire politique du pays de la Teranga. Le 22 mai 2026, par décret numéro 2026-1128, le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Jahar Faye, a mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent, il a également mis fin aux fonctions de l'ensemble des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement. Une seule phrase dans ce décret, et c'est tout un gouvernement qui s'effondre. Une seule signature du président, et c'est toute une époque qui se termine. Mais pour vraiment comprendre l'ampleur de ce qui vient de se produire, il faut remonter le temps. Il faut aller au cœur de cette alliance qui, pendant des années, avait fait vibrer des millions de Sénégalais d'espoir et de conviction. Il faut comprendre d'où viennent ces deux hommes, ce qu'ils représentaient ensemble, et surtout ce qui les a séparés au point d'arriver à cette rupture fracassante. Parce que cette histoire, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas juste une histoire de politique. Ce n'est pas juste une histoire de décret et de gouvernement. C'est une histoire humaine. Une histoire de confiance trahie, une histoire de pouvoir qui transforme les hommes. Une histoire qui nous rappelle que dans le monde de la politique, les amitiés les plus solides peuvent se briser comme du verre. Et cette histoire-là, elle mérite qu'on la raconte en entier, qu'on ne passe rien sous silence, qu'on ne cache aucun détail. Parce que c'est le destin d'un pays tout entier qui est en train de se jouer sous nos yeux. Revenons donc au début, au commencement de tout. Pour comprendre ce qui s'est passé le 22 mai 2026, il faut absolument remonter à l'élection présidentielle de 2024. Il faut se souvenir de ce contexte politique exceptionnel, de cette période de turbulence sans précédent dans l'histoire politique sénégalaise. À l'époque, Ousmane Sonko était le leader incontesté de l'opposition, l'homme que des millions de jeunes Sénégalais portaient comme un étendard, l'homme qui incarnait à lui seul l'espoir d'un changement radical. Il était la voix des sans-voix, le champion des déshérités, celui qui osait dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Ses meetings rassemblaient des foules immenses, ses discours enflammaient les cœurs, son charisme était incomparable. Mais voilà, le destin en avait décidé autrement. Ousmane Sonko s'est retrouvé dans l'impossibilité légale de se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Sans entrer dans les détails juridiques complexes qui ont conduit à cette situation, disons simplement que les obstacles qui se dressaient devant lui étaient tels qu'il ne pouvait pas personnellement porter les couleurs de son camp dans cette compétition électorale. Et c'est là qu'intervient un geste politique qui allait changer l'histoire du Sénégal pour toujours. Ousmane Sonko, cet homme qui avait tout sacrifié pour arriver aux portes du pouvoir, cet homme dont les partisans auraient bravé n'importe quel danger pour le voir accéder à la présidence, a choisi de désigner son lieutenant, son frère de combat, son alter ego politique, Bassirou Diomaye Jahar Faye. Ce choix, à l'époque, avait fait l'effet d'une bombe. Bassirou Diomaye n'était pas un inconnu dans les cercles militants, mais il n'avait pas le profil médiatique ni la stature nationale d'Ousmane Sonko. Pourtant, la machine de guerre politique qu'avait bâtie Sonko s'est mise en marche derrière lui avec une efficacité redoutable. Le message était simple et puissant. Voter pour Diomaye, c'est voter pour Sonko. La victoire de Diomaye, c'est la victoire de Sonko. Ils sont un seul et même projet, une seule et même vision, une seule et même ambition pour le Sénégal. Et les Sénégalais ont cru à ce message. Ils ont voté massivement, avec enthousiasme, avec conviction, avec la certitude qu'ils étaient en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de leur pays. Et la victoire est arrivée. En avril 2024, Bassirou Diomaye Jahar Faye est devenu président de la République du Sénégal. Et presque immédiatement, fidèle à la promesse faite, il a nommé Ousmane Sonko Premier ministre.
c'est maintenant qu'on découvre que Ousmane Sonko est le plus grand homme politique de l'histoire du Sénégal. Il avait décidé de partir seul aux élections avec son parti politique. Maintenant, il avait maintenu son poste de député, s'il soit à son poste de député en attendant. Parce qu'il savait que ceci allait arriver. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller à l'Assemblée nationale, attendre Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Tout gouvernement qui va arriver, motion de censure. Est-ce que Bassirou Diomaye Diakhar Faye va essayer de faire fonctionner le pays sans le poste de Premier ministre? Il lui faut l'aval de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale est détenue par Ousmane Sonko. Vous voyez, partout, il est cerné. Maintenant, d'ici novembre, si il a la possibilité, s'il décide de dissoudre l'Assemblée nationale, on ira encore aux élections. Et on sait qu'aux élections, il ne peut pas avoir 30% de l'électorat. C'est pas possible. Il ne peut absolument pas l'avoir. Donc, c'est encore Sonko qui aura la majorité à l'Assemblée nationale. Conséquence, une motion de censure. Donc, pour tout nouveau gouvernement, on va assister à quoi? On va assister à une succession de motions de censure, à une guerre politique. On sait nettement qu'aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas supporter ça. Le Sénégal, la réussite du Sénégal se trouve dans ce duo-là. Mais malheureusement, je pense que son Excellence n'a pas mesuré la gravité de ce qu'il est en train de faire. Le Sénégal va directement vers une crise. Et c'est lui qui va payer tous les pots qui seront cassés. Parce que c'est lui qui devra rendre compte. Aujourd'hui, s'il espère faire ça et avoir un accord avec les FMI et détruire le pays pour des générations, l'histoire retiendra et l'histoire écrira. Et nous, les intellectuels, nous allons écrire. Nous allons écrire ce que nous avons vu, nous allons décrire ce qui s'est passé et nous allons donner à chaque personne son vrai rôle. Il n'y aura pas d'histoire falsifiée. Celui qui dit qu'il est du bon côté, on mettra que vous êtes du bon côté, celui qui est du mauvais côté. Le tandem était officiellement aux commandes. Les deux hommes qui avaient combattu ensemble dans l'opposition, qui avaient souffert ensemble, qui avaient été persécutés ensemble se retrouvaient maintenant à la tête de l'État. L'un au palais présidentiel, l'autre à la primature. Le rêve semblait complet. Le peuple sénégalais qui les avait portés au sommet exultait. On parlait d'un duo historique, d'une complicité unique, d'une gouvernance collégiale qui allait transformer le pays en profondeur. Mais la réalité du pouvoir, mes amis, est souvent bien différente des promesses de l'opposition. Gouverner, c'est choisir. Gouverner, c'est trancher. Gouverner, c'est assumer des responsabilités qui créent inévitablement des tensions, même entre les meilleurs amis. Et c'est exactement ce qui a commencé à se produire dès les premiers mois au pouvoir. Les fissures, d'abord invisibles, ont commencé à apparaître. Discrètes, presque imperceptibles au début, elles allaient s'élargir progressivement jusqu'à devenir des fractures béantes impossibles à ignorer. Il faut être honnête et dire que gérer un pays comme le Sénégal n'est pas une chose simple. Les défis sont immenses, les attentes de la population sont colossales. Et quand deux hommes doivent partager le pouvoir, quand l'un est constitutionnellement le chef de l'État et l'autre le chef du gouvernement, les questions de hiérarchie, d'autorité, de compétences respectives peuvent très vite devenir des sources de conflits. Qui décide de quoi? Qui a le dernier mot sur tel ou tel sujet? Qui contrôle telle ou telle administration, tel ou tel service de l'État? Ces questions, qui peuvent paraître secondaires de l'extérieur, sont en réalité au cœur de toute cohabitation au sommet de l'État. Et c'est précisément sur ces questions-là que les tensions entre Bassirou Diomaye et Ousmane Sonko ont commencé à se cristalliser. Dès juillet 2025, soit à peine plus d'un an après leur arrivée conjointe au pouvoir, Ousmane Sonko avait pris la décision surprenante d'évoquer publiquement un problème d'autorité. Oui, vous avez bien entendu. Le Premier ministre lui-même en exercice parlait ouvertement d'un problème d'autorité au sommet de l'État. Ce n'était plus un secret de couloir, ce n'était plus une rumeur de palais, c'était une déclaration publique, officielle, assumée. Le signal était d'une gravité exceptionnelle pour quiconque savait lire entre les lignes de la politique sénégalaise. Face à cette déclaration explosive, le président Diomaye avait répondu avec une apparente sérénité. Il avait cherché à rassurer, à calmer le jeu, à afficher une image d'unité. Dans une déclaration mémorable, il avait dit en substance: certains prétendent que j'ai des divergences avec le Premier ministre, mais c'est faux, c'est mon ami, et je n'ai aucun conflit avec lui. Je veux qu'on se concentre tous sur ce que les Sénégalais attendent de nous. Une déclaration qui se voulait apaisante, mais qui en réalité sonnait creux pour beaucoup d'observateurs. Parce que quand un président est obligé de dire publiquement qu'il n'a pas de conflit avec son Premier ministre, c'est souvent que le conflit existe bel et bien. Et la suite des événements allait prouver que ceux qui doutaient de cette unité affichée avaient une raison de douter. Les mois suivants n'ont pas vu les tensions se résorber. Bien au contraire, les désaccords entre les deux hommes ont continué à s'accumuler, à se multiplier, à s'étaler progressivement au grand jour. Chaque semaine apportait son lot de rumeurs, de sources anonymes, de fuites dans la presse, d'informations contradictoires qui toutes pointaient dans la même direction. Le tandem Diomaye-Sonko était en train de se fissurer de manière irrémédiable. Il y avait des désaccords sur la politique économique, des désaccords sur les priorités budgétaires, des désaccords sur la gestion des ressources naturelles, notamment dans un contexte où le Sénégal se prépare à devenir un pays producteur de pétrole et de gaz. Des désaccords sur la politique étrangère et les relations avec les partenaires internationaux. Des désaccords sur la gestion de certains dossiers sécuritaires. Et surtout, et c'est peut-être là que se trouve la racine profonde de tout, des désaccords sur une question fondamentale de gouvernance. Qui contrôle quoi dans cet État sénégalais? La question du contrôle des forces armées, des services de renseignement, des corps attachés à la présidence et à la primature était devenue un véritable champ de bataille entre les deux hommes.
Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre, estimait avoir des prérogatives claires sur certains aspects de la gestion gouvernementale et souhaitait que ces prérogatives soient respectées dans leur intégrité. Ensemble à l'Occident. La bataille culturelle est devenue une nouvelle forme de domination. Après la colonisation militaire, économique et monétaire, vient la colonisation mentale et sociétale. Non plus contrôler les territoires par les armes, mais redéfinir les valeurs, l'éducation, les médias, et même ce qu'un peuple a le droit de considérer comme sacré. Cet Occident parle de tolérance, de diversité, mais dès qu'il s'agit des valeurs africaines, des structures familiales africaines, de notre spiritualité, ou même de notre manière de voir le monde, tout devient soudainement archaïque. Le président Diomaye, de son côté, entendait exercer pleinement les pouvoirs que la Constitution lui confère en tant que chef suprême des armées et garant des institutions. Cette tension institutionnelle, inhérente à tout système politique semi-présidentiel, prenait ici une dimension personnelle et affective particulièrement explosive, précisément parce que les deux hommes avaient une histoire commune si intense. Pensez-y un instant. Ces deux hommes avaient lutté ensemble pendant des années. Ils avaient partagé les mêmes risques, subi les mêmes répressions, combattu les mêmes ennemis. Ils se considéraient comme des frères. Et maintenant, voilà qu'ils se retrouvaient à se disputer le contrôle des leviers du pouvoir comme deux adversaires politiques ordinaires. La transformation était saisissante. Le pouvoir avait fait son œuvre. Il avait creusé entre eux un fossé que leur amitié passée ne parvenait plus à combler. Quelques heures seulement avant le limogeage qui allait tout emporter, Ousmane Sonko avait encore une fois choisi d'afficher publiquement son désaccord. Cette fois, le sujet portait précisément sur la question du contrôle des forces attachées à la présidence et à la primature. Un sujet technique en apparence, mais d'une importance politique et institutionnelle considérable. En faisant cette déclaration au moment où il l'a faite, Sonko envoyait un message clair. Il ne reculait pas, il ne capitulait pas, il maintenait sa position jusqu'au bout. Était-ce une provocation de trop aux yeux du président? Était-ce la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? On peut légitimement le penser, car quelques heures après cette déclaration, le couperet est tombé. Le décret numéro 2026-1128 signé de la main du président Bassirou Diomaye Jahar Faye le 22 mai 2026 à Dakar mettait officiellement fin aux fonctions d'Ousmane Sonko en tant que Premier ministre de la République du Sénégal. Le texte du décret est sobre, presque clinique dans sa formulation. Il mentionne la Constitution dans ses articles 42, 43, 49, 53 et 56. Il se réfère au décret de nomination de Sonko comme Premier ministre en date du 2 avril 2024. Il se réfère également au décret fixant la composition du gouvernement en date du 6 septembre 2025. Et puis, l'article 1er dit simplement « Il est mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal ». 13 mots pour refermer un chapitre entier de l'histoire politique sénégalaise. Ce soir-là, devant le domicile d'Ousmane Sonko, la foule s'était rapidement rassemblée. Des centaines puis des milliers de partisans accourus spontanément pour témoigner leur soutien à celui qu'ils considèrent toujours comme leur leader. Les clameurs montaient, les chants s'élevaient, l'atmosphère était à la fois électrique et émouvante. Dans cette foule, on lisait sur les visages un mélange de colère, de tristesse, de détermination. Ces gens étaient venus dire à Sonko qu'il n'était pas seul, qu'ils étaient là, qu'ils resteraient là quoi qu'il arrive. Et Ousmane Sonko, fidèle à son image, à peine limogé de ses fonctions, a trouvé la force de s'adresser à ses partisans. Pas en se lamentant, pas en montrant la moindre faiblesse, mais avec cette assurance tranquille qui a toujours été sa marque de fabrique. Sur les réseaux sociaux, il a publié un message simple, court, chargé d'une symbolique puissante. Alhamdulillah, ce soir je dormirai le cœur léger à la cité Cœur Gorgui. Une formule qui en disait long. La gratitude envers Dieu d'abord, comme pour rappeler que c'est en lui qu'il place sa confiance, pas dans les positions et les titres. Et la cité Cœur Gorgui, son fief, sont chez lui le lieu où il a toujours trouvé sa force. Un message de résilience, un message de défi discret, un message pour dire que sa chute du gouvernement n'est pas sa fin. Ce qui rend cette situation encore plus complexe et potentiellement explosive, c'est la configuration particulière de l'Assemblée nationale sénégalaise. Parce que si le président peut juridiquement limoger son premier ministre comme il vient de le faire, il ne peut pas aussi facilement contrôler ce qui va se passer dans l'hémicycle. Et là, la réalité politique est particulièrement délicate pour Bassirou Diomaye. L'Assemblée nationale est largement dominée par les partisans d'Ousmane Sonko. Les membres du PASTEF représentent une force parlementaire considérable. Ces élus sont fondamentalement loyaux à leur fondateur, à leur leader charismatique, à l'homme qu'ils considèrent comme le vrai artisan de leur victoire politique. La question qui se pose maintenant est simple. Vont-ils soutenir un nouveau Premier ministre nommé par le président Diomaye ou vont-ils le combattre en souvenir de Sonko? Le risque de blocage institutionnel est donc bien réel.
On peut imaginer des situations où le nouveau gouvernement se retrouve paralysé par une assemblée hostile, incapable de faire passer les réformes importantes, soumis à des motions de censure répétées, contraint à une cohabitation difficile qui rendrait la gouvernance du pays extrêmement compliquée. Ce scénario représente un défi institutionnel majeur pour la stabilité du pays. Mais au-delà des considérations strictement politiques et institutionnelles, il y a une dimension humaine dans cette histoire qui mérite d'être soulignée. Deux hommes qui se considéraient comme des frères. Deux hommes qui ont partagé des années de lutte, de sacrifice, de solidarité dans l'adversité. Deux hommes qui ont ensemble porté l'espoir de millions de Sénégalais. Et voilà que le pouvoir les a séparés. C'est une histoire humaine universelle. Une histoire que l'histoire politique mondiale a racontée 1000 fois sous des formes différentes, mais qui n'en reste pas moins douloureuse à chaque fois qu'elle se répète. Le peuple sénégalais, lui, se retrouve dans une position inconfortable. Ceux qui avaient fait voter pour ce tandem, ceux qui croyaient en ce projet commun, ceux qui avaient placé leurs espoirs dans cette alliance inédite, se retrouvent aujourd'hui face à une réalité différente de ce qu'ils avaient imaginé. Certains soutiennent Diomaye, estimant qu'il a exercé ses prérogatives constitutionnelles. D'autres soutiennent Sonko, convaincus que c'est lui qui incarne véritablement l'esprit du changement et que son limogeage représente une trahison des idéaux qui avaient porté leur victoire commune. Et puis il y a ceux, sans doute nombreux, qui sont simplement perplexes, déçus, attristés par ce qui s'est passé, des Sénégalais ordinaires qui avaient cru à l'unité, à la fraternité, à la possibilité d'une gouvernance différente et qui se retrouvent aujourd'hui face à une crise politique dont ils se seraient bien passés. Ces Sénégalais-là méritent qu'on les entende, qu'on prenne en compte leurs déceptions, qu'on reconnaisse la légitimité de leur frustration. Parce qu'au final, dans cette histoire de rivalité au sommet de l'État, ce sont eux les premières victimes. Ce sont eux qui pâtissent de l'instabilité politique. Ce sont eux qui souffrent quand le gouvernement est paralysé, quand les institutions sont en crise, quand les hommes qui devaient les servir sont trop occupés à se battre entre eux pour s'occuper des vraies priorités du pays. Et les vraies priorités du Sénégal, elles sont connues, la création d'emplois, pour une jeunesse nombreuse et impatiente, le développement des infrastructures, l'amélioration du système éducatif et de santé, la lutte contre la pauvreté, la gestion durable des ressources naturelles pour que la richesse du sous-sol bénéficie à tous les Sénégalais. Voilà le contexte dans lequel s'inscrit ce limogeage historique. Voilà les enjeux, voilà les acteurs, voilà les tensions qui ont conduit à ce moment décisif. Dans la suite de cette vidéo, nous allons continuer à analyser en profondeur ce qui s'est passé, ce que cela signifie pour le Sénégal et surtout ce que l'avenir pourrait réserver au pays dans les semaines et les mois à venir. Parce que cette histoire, mes frères et mes sœurs, est loin d'être terminée. Ce limogeage n'est pas une fin, c'est peut-être le début d'une nouvelle phase, encore plus incertaine, encore plus tendue, de la politique sénégalaise. Et nous allons décrypter tout cela, ensemble, point par point, sans rien cacher et sans rien inventer. Reprenons donc le fil de cette analyse pour aller encore plus loin dans la compréhension de ce qui vient de se passer. Parce que pour saisir pleinement la portée historique de ce limogeage, il faut comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais aussi pourquoi cela s'est passé maintenant, à ce moment précis, et pas avant ou après. Le timing de cette décision présidentielle est en soi très révélateur. Le 22 mai 2026, ce n'est pas une date anodine dans le calendrier politique sénégalais. À ce moment-là, le duo Diomaye-Sonko est au pouvoir depuis un peu plus de 2 ans. 2 ans pendant lesquels les tensions ont été gérées, surmontées, dissimulées parfois, mais jamais vraiment résolues. 2 ans pendant lesquels les deux hommes ont tenté, avec des succès variables, de maintenir une façade d'unité devant le peuple sénégalais. 2 ans pendant lesquels les observateurs attentifs voyaient clairement que quelque chose n'allait pas, que le tandem se lézardait, que la fissure devenait une fracture. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi le 22 mai 2026 et pas 3 mois plus tôt ou 6 mois plus tard? La réponse à cette question est probablement liée à plusieurs facteurs qui se sont combinés pour rendre la rupture inévitable et immédiate. Il y a d'abord la déclaration publique de Sonko, quelques heures avant le limogéage, sur la question du contrôle des forces attachées à la présidence et à la primature. Cette déclaration-là, dans son contexte, dans son timing, dans sa formulation, a probablement été perçue par le président comme un défi direct à son autorité qu'il ne pouvait plus tolérer. Comme si Sonko avait lui-même forcé la main du président, comme si, consciemment ou non, il avait choisi de provoquer la rupture finale plutôt que de continuer à vivre dans cette tension permanente. Il y a ensuite le contexte politique plus large. Le Sénégal est entré dans une phase importante de son développement économique, avec la perspective de revenus pétroliers et gaziers significatifs qui vont commencer à arriver dans les prochaines années. Dans ce contexte, avoir un gouvernement paralysé par des tensions internes au sommet de l'État est particulièrement coûteux.
Les investisseurs regardent, les partenaires internationaux observent. Bienvenue dans la deuxième partie de cette analyse approfondie sur l'un des événements les plus marquants de l'histoire politique récente du Sénégal. Dans la première partie, nous avons posé les bases. Nous avons retracé l'histoire de ce duo exceptionnel que formaient Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Nous avons analysé les tensions qui avaient progressivement miné leurs relations et nous avons évoqué le choc que représente ce limogeage pour le peuple sénégalais. Dans cette deuxième partie, nous allons aller plus loin. Nous allons examiner les conséquences politiques, institutionnelles et humaines de cette rupture. Nous allons tenter de comprendre ce que cela signifie pour l'avenir du Sénégal. Et nous allons explorer les scénarios possibles pour les semaines et les mois à venir. Pour commencer, il faut revenir sur quelque chose d'essentiel que nous avons évoqué rapidement dans la première partie, mais qui mérite qu'on s'y attarde beaucoup plus longuement. La configuration de l'Assemblée nationale sénégalaise et ce qu'elle implique dans le contexte du limogeage de Sonko. Parce que cette dimension institutionnelle est absolument centrale pour comprendre ce qui va se passer maintenant que le Premier ministre a été renvoyé. Le Sénégal a un système politique qu'on peut qualifier de semi-présidentiel. Le président de la République est élu au suffrage universel direct et dispose de pouvoirs étendus, notamment la conduite de la politique étrangère, le commandement suprême des armées, la possibilité de nommer et de révoquer le Premier ministre. Mais le gouvernement, dirigé par le Premier ministre, est responsable devant l'Assemblée nationale. Cela signifie que l'Assemblée peut, dans certaines conditions, renverser le gouvernement par une motion de censure. Et cela signifie également que pour gouverner efficacement, le Premier ministre a besoin du soutien, ou au minimum de la neutralité bienveillante de la majorité parlementaire. Or, quelle est la configuration de l'Assemblée nationale sénégalaise aujourd'hui? C'est là que la situation devient particulièrement complexe et potentiellement explosive. Les partisans d'Ousmane Sonko, les militants et élus du PASTEF représentent une force parlementaire très importante. Ces élus sont fondamentalement loyaux à leur fondateur, à leur leader charismatique, à l'homme qu'ils considèrent comme le vrai artisan de leur victoire politique. La question qui se pose maintenant est simple. Vont-ils soutenir un nouveau Premier ministre nommé par le président Diomaye ou vont-ils le combattre en souvenir de Sonko? La réponse à cette question n'est pas évidente. D'un côté, on peut imaginer que certains élus du PASTEF, conscients de leurs responsabilités envers leurs électeurs, choisissent de travailler avec le nouveau gouvernement dans l'intérêt du pays. D'un autre côté, on peut tout aussi bien imaginer que la loyauté à Sonko l'emporte sur les considérations pragmatiques et que le groupe parlementaire sonkiste décide d'utiliser tous les moyens constitutionnels à sa disposition pour compliquer la vie du nouveau gouvernement. Dans ce deuxième scénario, le risque de paralysie institutionnelle devient très concret. Et même dans le premier scénario, rien ne garantit que cette coopération serait durable. Les militants de base du PASTEF, ceux qui ont fait campagne, qui ont sacrifié du temps, de l'énergie, parfois de l'argent pour faire élire leurs représentants, pourraient ne pas accepter facilement que leurs élus travaillent avec le gouvernement d'un président qui vient de renvoyer leur idole. La pression venant de la base militante pourrait forcer même les élus les plus pragmatiques à adopter une posture d'opposition. Ce risque de blocage institutionnel est d'autant plus préoccupant que le Sénégal fait face à des défis économiques et sociaux considérables qui nécessitent une action gouvernementale forte, cohérente et rapide. On parle de la gestion des ressources pétrolières et gazières qui vont commencer à générer des revenus significatifs dans les prochaines années. C'est un enjeu absolument crucial pour l'avenir du pays. Si ces ressources sont mal gérées, si leur exploitation profite à une minorité plutôt qu'à l'ensemble de la population, le Sénégal pourrait tomber dans le piège de la malédiction des ressources naturelles qui a frappé tant d'autres pays africains avant lui. Pour éviter ce piège, il faut des institutions solides, des lois claires, une gouvernance transparente. Tout cela demande un gouvernement stable et une coopération entre l'exécutif et le législatif. On parle aussi du défi de l'emploi des jeunes. Le Sénégal a une population extrêmement jeune avec une proportion importante de moins de 30 ans. Ces jeunes entrent sur le marché du travail chaque année par centaines de milliers et l'économie sénégalaise, malgré ses performances relativement correctes ces dernières années, ne crée pas suffisamment d'emplois formels pour les absorber tous. Résultat, le chômage des jeunes reste une bombe à retardement social et politique. Adresser ce problème demande une politique économique cohérente sur le long terme, une stratégie d'industrialisation, un investissement massif dans la formation professionnelle, un environnement favorable aux entreprises. Tout cela ne peut pas se faire dans un pays politiquement instable. On parle encore de la question de l'éducation et de la santé, deux secteurs où les besoins sont immenses et où les résultats obtenus jusqu'à présent restent insuffisants malgré les efforts déployés. On parle de l'amélioration des infrastructures, notamment dans les zones rurales, qui souffrent encore d'un déficit criant en route, en eau potable, en électricité, en connexion Internet.
On parle de la lutte contre le changement climatique et ses effets dévastateurs sur l'agriculture sénégalaise, avec des sécheresses plus fréquentes, une avancée de la désertification dans le nord du pays, une montée des eaux menaçant les zones côtières. Tous ces défis demandent de l'attention, des ressources, de la cohérence dans l'action publique. Ils demandent un gouvernement qui gouverne vraiment, pas un gouvernement qui expédie les affaires courantes en attendant d'être remplacé, ni un gouvernement qui passe ses journées à se battre contre une assemblée hostile plutôt qu'à travailler pour le bien des citoyens. C'est pourquoi la crise politique ouverte par le limogeage de Sonko est potentiellement si coûteuse pour le Sénégal, pas seulement sur le plan symbolique ou politique, mais de manière très concrète, très matérielle pour la vie quotidienne des Sénégalais ordinaires. Mais revenons à Ousmane Sonko lui-même. Parce que cet homme, limogé certes, écarté du gouvernement, se retrouve maintenant dans une position politique qui n'est pas sans rappeler celle qu'il occupait avant la victoire de 2024, quand il était dans l'opposition. Et là, une question fondamentale se pose. Qu'est-ce que Sonko va faire maintenant? Comment va-t-il utiliser sa liberté retrouvée, son statut de victime politique potentielle, sa base militante toujours loyale pour peser sur la politique sénégalaise? Plusieurs scénarios sont envisageables. Le premier scénario, celui que ses partisans les plus ardents appellent de leur vœu, est celui d'un retour en force. Sonko, libéré des contraintes et des compromis de la gouvernance, pourrait reprendre son bâton de pèlerin politique, repartir sur les routes du Sénégal, retrouver le contact direct avec le peuple qu'il a toujours adoré et construire les bases d'un retour politique encore plus puissant. Ce scénario suppose que Sonko garde la maîtrise du PASTEF, que ses militants lui restent fidèles et qu'il réussisse à capitaliser sur son image de victime d'une trahison pour renforcer encore sa popularité. Le deuxième scénario est celui d'un Sonko plus mesuré, plus stratège, qui choisit de jouer sur le long terme. Dans ce scénario, il ne chercherait pas à provoquer une crise immédiate, mais travaillerait patiemment à consolider son influence à travers le groupe parlementaire du PASTEF, à travers des alliances politiques stratégiques, à travers un positionnement progressif pour les prochaines échéances électorales. Ce scénario demande de la patience et de la discipline politique, deux qualités que Ousmane Sonko possède probablement, mais qui sont plus difficiles à mobiliser dans le feu de l'action. Le troisième scénario, le plus pessimiste, est celui d'une confrontation directe et frontale entre Sonko et le président Diomaye, avec le groupe parlementaire sonkiste utilisé comme instrument de blocage systématique de toute initiative gouvernementale. Ce scénario aboutirait à une crise institutionnelle profonde, potentiellement à une dissolution de l'Assemblée nationale par le président, à de nouvelles élections législatives et à une période de turbulence politique dont nul ne peut prévoir l'issue. Aucun de ces scénarios n'est inévitable. La politique est l'art du possible et des acteurs intelligents et responsables peuvent toujours trouver des chemins que les analystes n'avaient pas anticipés. Mais le fait même qu'on soit obligé d'envisager ces scénarios, le fait que certains d'entre eux soient réellement plausibles, dit quelque chose d'important sur l'état de la politique sénégalaise après ce 22 mai 2026. Parlons maintenant d'une autre dimension souvent négligée dans les analyses politiques, mais qui me semble absolument fondamentale pour comprendre ce qui se passe au Sénégal, la dimension symbolique et culturelle. Le Sénégal est un pays où la politique ne se joue pas seulement dans les institutions formelles, dans les palais et les hémicycles. Elle se joue aussi dans les rues, dans les mosquées, dans les associations de quartier, dans les réseaux de solidarité communautaire. Elle se joue dans l'espace symbolique que constituent les images, les récits, les métaphores que les acteurs politiques mobilisent pour donner sens à leurs actions. Dans cet espace symbolique, le limogeage d'Ousmane Sonko prend une signification qui va bien au-delà du simple renvoi d'un fonctionnaire par son supérieur hiérarchique. Pour ses partisans, pour les millions de Sénégalais qui ont cru en lui, ce limogeage s'inscrit dans une narrative de persécution, de trahison, d'injustice qui résonne profondément avec l'histoire personnelle de Sonko. Car cet homme a été poursuivi judicialement, emprisonné, privé de ses droits politiques, persécuté par le régime précédent. Et maintenant, c'est son propre frère de lutte qui l'écarte du pouvoir. Pour ses partisans, c'est comme si les mêmes schémas de persécution se répétaient, comme si les puissants finissaient toujours par éliminer ceux qui les dérangent, même quand ces puissants sont censés appartenir au même camp. Cette narration, même si elle est peut-être simpliste ou partiale, a une résonance émotionnelle très forte. Et dans la politique sénégalaise, comme dans toute politique humaine, les émotions comptent autant, sinon plus que les arguments rationnels. La capacité de Sonko à mobiliser cette émotion, à transformer son limogeage en preuve supplémentaire de la validité de son combat, sera déterminante pour la suite de sa trajectoire politique. Du côté du président Diomaye,